Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, l'heure est grave, on va déplumer le dindon avec les analystes du Fedo. À mes côtés pour cet épisode, j'ai Clotilde Bruno. Hello. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué. Bon, ça suffit, j'appelle mon mari. Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous. Mon mari, un imbécile. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Merde, va là. Montagnac, quelle bonne surprise. C'est toi qui es chez moi? Avouez-le franchement, vous en aimez un autre. Je suis une femme respectable. Il vous drague? Pourquoi? Vous croyez avoir l'exclusivité? Un homme que vous connaissez depuis 10 minutes? 20? J'ai la femme dans le sang. Oh, ça tombe bien, vous en avez une. Ah, ma femme, oui. Je sais pas par où commenter avec celle-là. Personne ne sait. Un film de Jalil Lesper avec Danny Boone, Guillaume Gallienne, Alice Paul, Ahmed Silla et encore beaucoup d'autres surprises et même Henri Guibet. Je vois vos regards. On a l'air perdu et désemparé, c'est ça? Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je sais très bien quoi attendre de mes chroniqueurs. Je vois dans leurs yeux quand ils ont vu l'enfer et qu'ils en sont revenus. Et c'est ce que je vois dans ton regard, Hugo. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce dindon? Bah déjà, je voyais pas trop l'intérêt de faire ce film. Enfin, pourquoi adapter Fedo aujourd'hui? Et donc, en voyant la bande-annonce, tous les voyants étaient au rouge. Et c'est bien pire que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que au bout d'un quart d'heure, j'avais plus foi en la vie. J'avais envie de mourir. Je comprends. Ouais. Ou tout du moins de dormir, d'être très loin de ce truc. Et c'est rare que je sorte d'une salle de cinéma. Et là, j'avais vraiment très très envie de sortir. Mais bon, comme je sais que faire sérieusement. Je savais qu'on enregistrait, donc j'ai été sérieux. J'ai juste un peu checké Twitter pendant tout le long du film, en essayant de regarder un petit peu de temps en temps ce qui se passait à l'écran, parce que ça aurait été trop compliqué comme expérience. C'est étonnant parce que d'habitude, tu essaies toujours, je te connais depuis longtemps, tu essaies toujours de prendre quelque chose de positif dans le film que tu as vu. Et là, t'as l'air dépité. Bah, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce film, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, je comprends pas pourquoi à chaque étape ça a été validé, c'est-à-dire au scénario, le choix des acteurs, c'est insensé quoi. La mise en scène, la musique, l'utilisation de la musique, tout. Et on arrive à un résultat qui est aberrant. Bah après, il faut peut-être qu'on rentre dans le détail pour dire ce qui va pas, mais... Je prends juste vos tours de table, vos impressions. Tour de table, écoute... qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai pensé à peu près la même chose qu'Hugo, à savoir c'était 1h25 de souffrance, et heureusement que c'était qu'1h25. J'ai eu l'impression que ça durait 5 heures, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de me tirer de là. Au bout de 10 minutes, c'était assez clair. Je suis assez d'accord, je comprends pas ce film. Pourquoi? Pourquoi en fait, c'est une adaptation, et justement, le but d'une adaptation, normalement, c'est d'adapter. Là, il se trouve que on transpose une pièce qui a été écrite en 1895, dans les années 60. Je comprends pas ce choix. En gros, à part un changement de décor, on se dit, qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue? Peut-être qu'ils vont faire quelque chose, peut-être que ça va dire quelque chose de l'histoire, peut-être que justement ça va permettre d'avoir un discours sur Fedo, sur le côté un peu graveleux parfois, un peu ciel mon mari, un petit peu tout ça. Mais pas du tout. On le transpose juste dans un nouveau décor, et moi j'ai pris ça un peu comme une justification justement de ce côté un peu gras, un peu on claque le cul des nanas. Pour moi c'est une grande ode à tous nos oncles bourrés en dîner familiaux, ce film. Alors, vous l'avez dit, c'est une adaptation de Fedo, c'est une adaptation d'une pièce, et on n'échappe pas à ce côté théâtre filmé. Alors, on dit à quelle étape ils ont validé, à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée. J'ai du mal à savoir. Il y a plein de choses j'ai plein de questions. Comme toi, Clotilde, tu dis pourquoi ils mettent des éléments et tout d'un coup, en fait, ça sert plus à rien dans le film. Enfin, et tu te dis. C'est vrai que pourquoi pas le transposer à notre époque actuelle? C'est ça la question. Et après, ça aurait demandé du boulot d'adaptation, parce qu'effectivement, les mœurs actuelles sont pas les mêmes qu'au 19e siècle. Et là, le choix des années 60, c'est... disons que ça ne pose aucune question sur la pièce. Ça ne pose aucune question sur les mœurs, ça ne pose aucune question sur justement l'évolution sociétale d'aujourd'hui. Ce qui
aurait pu avoir un intérêt, effectivement, et transposé dans un monde contemporain. Oui, là, je vois pourquoi potentiellement une adaptation de Feydeau pourrait avoir une forme de sens. Dans les années 60, à part se dire on va faire du OSS 117, sauf qu'on est incapable d'aller suffisamment loin pour avoir un ton vraiment, vraiment ironique et rire du ridicule des personnages. Voilà, là on a l'impression que c'est juste un prétexte à pouvoir avoir des blagues un peu vaseuses et se dire ah oui mais c'est les années 60, c'est pour ça. Il y a plein de choses que je m'explique pas en fait dans ce film, et la première c'est Guillaume Gallienne en tombeur. On n'y croit pas une seule seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben c'est mais tous les personnages, enfin je comprends pas non plus Danny Boone dans ce rôle-là, enfin on peut le comprendre presque en patriarche. Alors il faut le dire. Alors c'est Ahmed Silla dans ce rôle-là aussi. Ouais. Pourquoi? Enfin c'est pas du tout ce qu'il a d'habitude de faire. J'ai trouvé qu'il s'en tirait un petit peu mieux que les autres pour le coup, parce que je trouve qu'il joue un petit peu plus juste. Les autres sont très... Même Alice Paul, hein, enfin je veux dire. Mais après, avec ce qu'on leur donne comme matos à jouer. Alors moi, jetez-moi la première pierre, mais Feydeau, je vois pas. Autant Molière, tu sais, je vois l'extrême modernité du truc. Autant Feydeau, j'ai jamais senti vraiment la modernité du propos. Et là, t'as l'impression que, vu que c'est remis en arrière, t'as l'impression que c'est ultra rétrograde. En fait, soit effectivement, tu prends Feydeau et puis tu le retournes et t'en fais quelque chose qui te permet de réfléchir sur Feydeau ou sur cette époque-là ou sur plein d'autres choses. Ou soit tu prends Feydeau pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est des pièces de théâtre qui sont les scénarios sont assez décousus, enfin c'est des claquages de portes, des amants sous le lit et tout. Parce que c'est ça. Hein, mais il y a quand même une langue et il y a des phrases qui claquent, il y a des trucs que tu peux quand même mettre en valeur. Et là dans le film tout est plat quoi. Enfin il y a pas de moment, et il y a même des moments où ils disent des trucs et tu sens que t'es censé rigoler. Mais t'as l'impression que c'est les punchlines du truc et elles passent mollement. Tu comprends pas. La blague de Pollock, je comprends pas cette histoire de tableau. En fait, moi ce qui me gêne, c'est que t'as presque l'impression qu'il s'excuse de faire ce film. À certains moments, tu vois, il te cale une nana qui va foutre son pain dans la gueule d'un mec, il te cale une idylle lesbienne, tu ne sais pas pourquoi, t'as l'impression que c'est juste pour dire mais non, regardez, on n'est pas du tout arriéré, on est hyper progressiste, on a mis deux nanas qui s'aiment. Alors que ça n'a rien à faire dans l'intrigue. Vraiment, tu sens qu'à un moment, t'as l'impression qu'à un moment, à une étape du scénar, à une étape du film, ils se sont dit merde, c'est quand même pourri. Putain, faut quand même qu'on rajoute des trucs et tout parce que là, ça la fout mal. Et tout d'un coup, t'as ces quelques petits détails qui sont censés un peu sauver les choses. Alors, on va peut-être s'écouter un autre extrait et on va faire le point sur ce qui s'est passé. Hop, chérie! Vous n'êtes pas fin tacticien, hein? Oh, je suis notaire. Oui. Victoire, j'ai envie de... Je m'appelle Jacqueline. Laisse-moi faire. Dis-moi! Moi? Ah, Victoire, c'est bien toi? Mais non, c'est Jacqueline. Oh, mais je te demande pas de répondre. J'ai jamais vu ça. Mais toi, tu sais que je sais. Je sais que tu sais que je sais. Nous savons que nous savons que nous savons. Alors ça va. J'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. Tu vois, c'est ce que tu disais, Hugo, je vois à peu près les punchlines. Le moment où il dit vous êtes pas fin tacticien, il dit je suis notaire. Et tu sens que pourtant Danny Boone, c'est un mec qui connaît quand même le timing comique, qu'il connaît dans ses propres films, qu'il le connaît au théâtre ou quand il écrit pour lui. Et là, tu sens qu'il y a pas de timing, tu sens que il délivre la vanne, genre elle est plate. Il y a un moment où il dit où c'est Guillaume Gallienne qui dit mais de toute manière les maris des femmes sont toujours des imbéciles. Enfin tu vois, tu sens que ça devrait être un moment drôle et ça passe pas quoi. Non, tu ris jamais. Mais je pense qu'il y a déjà un problème sur le cas Gallienne en fait. C'est-à-dire que vraiment il est au-dessous de tout quoi. Non, mais à sa décharge, il fait ce qu'il peut vraiment avec ça, quoi. Et ça a été écrit pour le théâtre, donc c'est pas fait pour être filmé comme ça. C'est aussi avec une putain de musique tout le long du film qui souligne tout. Enfin, ça c'est un tue-l'amour aussi. C'est un tue-l'humour. Gallienne, t'as limite l'impression qu'il l'a joué parce que à la base c'est quand même un stalker super creepy qui suit une nana jusque chez elle. C'est un enfer. Il y a déjà dès le début il y a un souci, c'est genre on la présente comme une interprète aux conférences à l'UNESCO. Exactement. Et genre tu te dis ah ok c'est un plot point, et en fait pas du tout. Ça ne revient jamais. Ça ne revient jamais. Absolument. Le fait qu'elle est super intelligente, ça revient jamais. Et donc il la suit depuis son taf jusqu'à chez lui. Genre, et il rentre
dans son appartement. C'est juste badant. C'est jamais souligné le fait. Et d'ailleurs, tu dis, elle est censée être super intelligente, mais ils sont tous très 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 bêtes. Ils sont tous stupides. Oui. Alors, et dès que rentre la problématique de l'amant, parce que c'est toujours tout la même chose, hein, ils deviennent bêtes et il y a toujours un truc de causalité de la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme, et de timing de théâtre, mais qui marche très très mal au cinéma, quoi. Qui est assez mal adapté une fois. Ouais. Et alors, ça me fait un peu triste pour Henri Guibet, qui joue un rôle et qui lui est plutôt sympa. Henri Guibet, c'est Henri Guibet, quoi. Mais les autres sont très sympathiques aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas la question. Et alors, il faut quand même faire la palme du castoche. Le casting 3 étoiles, puisqu'ils ont Holt McCallany, qui est le mec, en ce moment, le mec de Mindhunter, quoi, qui se retrouve là-dedans. Quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'avoue que j'ai eu un petit choc, parce qu'effectivement, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Mindhunter, et je me disais, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es perdu ? Rentre chez toi maintenant. Tu sais quoi ? Il y a des grands responsables de casting, et là, je crois que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que tous les gens, en fait, à part, j'ai quelques petits trucs avec Guillaume Gallen, mais à part les autres, genre, ils sont tous des bonnes acteurs. Alice Paul, elle a déjà joué même des rôles bizarres avec Danny Boone. Elle s'en sortait, quoi. Et là, c'était mieux. Ahmed Silla, il est pas dans son environnement et il y a un moment, je sais pas si vous avez compris ce moment où Ahmed Silla débarque, on comprend que c'est plus ou moins l'amant de je sais plus qui, mais il y en a vraiment beaucoup. Et il se retrouve confronté à Gallienne en train d'attendre Alice Paul parce que elle fait un truc. Et à un moment, il se met à danser. Ah mais oui, il se met à jouer de la musique. Et j'ai pas compris. Et alors du coup, il se met à danser. Il y a une espèce d'antagonisme avec Guillaume Gallienne, et d'un seul coup, Guillaume Gallienne, il se met aussi à danser avec lui. Et donc ils se mettent à danser tous les deux. C'est l'effet Disney. Sans raison. Alors je crois que le personnage d'Ahmed Silla est censé être peut-être doctorant en musique, je sais plus. En tout cas, c'est dit dans son background très vite fait. Il compose à un moment. C'est ça, et tu le vois composer effectivement. Après, de là à ce qu'ils se mettent à faire une sorte de petite choré et faire une boîte à rythme avec notre ami Guillaume Gallienne, non. Enfin, tu comprends pas. En fait, c'est un musicologue, donc dès qu'il a 5 minutes dans une journée, il se met à danser la samba sans raison. Exactement. Est-ce que je peux confesser quand même, j'ai rigolé une fois. Oh. C'était mal. C'était le moment le plus Danny Boone de tout le truc, c'est quand Danny Boone il joue le mec bourré. Et tu sens que Danny Boone est naturel là, enfin qui fait vraiment du Danny Boone. J'avoue. Et il y a le moment où il essaie de chercher le truc électrique, l'interrupteur, il est con et il le fait comme le ferait Danny Boone. Il est en pilote automatique. Automatique et tu sens que on lui a donné tiens vas-y. Pendant que t'es bourré, donc t'es inconscient, donc tu vas rejouer qui tu es toi. Et ça c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se font plaisir quand même. Et ils semblent pas passer le pire tournage de leur vie. Et je pense qu'en fait, il y a sûrement beaucoup d'argent en jeu. Et c'est juste, ils ont tous accepté de faire ça parce que c'est sympa de jouer un truc. Il y en a une qui a l'air de s'amuser quand même, c'est Laure Calamy, je trouve, qui toutes les mères qu'on a pu voir dans 10% par exemple. Qui joue l'épouse donc de Danny Boone, ouais. Non, qui joue l'épouse de Guillaume Gallienne. Ah, de Guillaume Gallienne, c'est vrai mais je m'y perds. Oui, il y en a trop, il y a trop d'épouses et trop de maris. Oui, elle, en tout cas, elle a une énergie, elle a un truc qui correspond pas mal à ce registre-là, à Feydeau, à ce rythme un peu incessant de mouvement perpétuel. Et finalement, voilà, elle reste sur cette tonalité où, pour le coup, t'as l'impression qu'elle s'amuse quand même, qu'elle profite un peu du truc. Je trouve qu'avec Ahmed Silla, moi, c'est les deux où je trouve qu'il y a quand même ils arrivent à s'en sortir à peu près bien. Ouais, elle est pas dans le surjeu, en fait. C'est ça. Elle est dans son personnage, voilà. Elle a essayé d'un peu comprendre son personnage. Et pas comme Camille Lelouch, quoi. Ouais, ah oui, alors ça. Putain, les yeux que tu m'as fait. Mais en fait, Camille Lelouch, elle débarque au moment où j'étais déjà dans un état catatonique, que je savais plus trop où j'étais, et j'ai arrêté trop de suivre l'histoire, mais j'ai vaguement compris qu'il y avait un hôtel et qu'il y avait des échanges dans les chambres. Qu'il y avait un couple de Belges qui débarquent là. Quel enfer. Ah ouais, là c'est tout ce que ce film n'avait pas besoin, c'est un couple de Belges. Voilà, pourquoi t'as besoin de rajouter ça en plus ? Un peu de caricaturaux. C'est ça, ou un tout petit peu. Alors les gars, en attendant que Eugène Labiche soit repris avec Joey Starr, je vous demande ça tu y vas. Je l'ai inventé là, je veux des droits d'auteur. Dites-moi combien tu donnes Hugo pour aller voir ça. Alors je donnerai rien, mais je vais être remboursé. Que j'ai pas payé d'ailleurs, mais je vais être remboursé de la portion de ma carte UGC qui aurait pu servir à autre chose. Donc je sais pas, peut-être. Surtout qu'il te reste des films à aller voir, il y a tellement de films qui sortent en ce moment. J'ai pas vu Ad Astra pour voir le dindon, quoi.
C'est exactement ce qui m'est arrivé l'autre jour. Et toi, Clotilde? Mais moi, je ne donne rien non plus. D'accord. Clairement, je donne peut-être des tomates que je jette sur l'écran directement. Non, respect pour les salles. Respect pour les salles, effectivement. Ouais, mais moi, je ne donne rien. Moi, c'est zéro aussi. C'est vraiment 0 de chez zéro. Il y a... Même pas pour Danny Boone bourré. Ah, si. Les gens bourrés, c'est toujours rigolo. Ouais, et en plus, Danny Boone, il le fait bien, les gens bourrés. Il le fait très bien. Je veux dire, la meilleure scène Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quand ils sont bourrés, qu'ils vont d'un endroit à un autre. C'est son hit. Non, mais vraiment, je pense qu'il fait très très bien le mec bourré. Ou alors la gueule de bois. Tu te souviens quand il se réveille, dans son film où il était amnésique et qu'il se mettait à reparler ch'ti, le précédent. Et il est en gueule de bois, il découvre une maison et c'est assez rigolo. Ouais, voilà, je suis pour voir. La comique gestuelle. Je suis pour voir Danny Boone bourré dans les films. Pendant 1h30. Une petite reco, les amis. Hugo, toujours toi? J'ai essayé de réfléchir à des bonnes adaptations en comédie française de théâtre classique. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai trouvé La Folie des Grandeurs quand même, qui est une adaptation de Ruy Blas de Victor Hugo, et qui est une adaptation effectivement très libre. Enfin, on reconnaît presque pas la pièce initiale. Ouais, dès que tu mets De Funès, t'es sûr que... Ouais. Et pour autant, ça se passe quand même en Espagne au XVIIe siècle, comme dans la pièce de base. Je saurais pas trop résumer l'histoire, c'est des luttes de pouvoir en gros à l'époque, à cette époque-là. Et il y a deux personnages qui sont incarnés. Il y a Louis de Funès évidemment. Et donc, et on n'a pas du tout l'impression que c'est du théâtre filmé, parce qu'il y a ce vrai travail d'adaptation, d'essayer de trouver des scènes ailleurs, d'essayer de trouver des autres espaces, quoi. Qu'on n'a pas l'impression d'être confiné dans un truc. Donc voilà, c'est une vraie réussite. Et c'est à mon avis le boulot qu'il faut faire quand tu adaptes une pièce. Il faut vraiment l'adapter et en faire un film, quoi. Et toi? Et moi, alors c'est marrant que tu parles de Jean Bourré justement. Moi, j'ai envie de recommander un film que j'adore, qui finalement a été réalisé dans les années 40, en 1940, par George Cukor. Ça s'appelle The Philadelphia Story. Et ça a beau être bien plus vieux que le dindon, ça sent beaucoup moins la naphtaline. On y retrouve Katharine Hepburn, James Stewart et Cary Grant, donc quand même un casting assez incroyable. Et c'est une comédie de remariage. Donc il y a aussi des triangles amoureux, des quiproquos, des gens qui cachent leur identité. Et il y a des gens bourrés, dont James Stewart dans une scène absolument superbe avec Cary Grant, qui fait très très bien le mec bourré. Et c'est incroyablement moderne. Comme pièce, c'est adapté d'une pièce de Broadway. C'est incroyablement moderne, c'est incroyablement intelligent. Il y a évidemment des passages où les hommes ont l'air de gros cons, mais finalement, et même dans la conclusion finalement du film, c'est vachement plus actuel que le dindon. C'est beaucoup plus intéressant. Les dialogues sont fantastiques. C'est drôle. Moi, je l'ai revu du coup exprès. Bon, j'avoue que ça m'a fait plaisir, mais j'ai rigolé tout le temps. Donc voilà, donc si vous voulez une très bonne adaptation cinématographique d'une pièce, regardez de Philadelphia Story, je crois que c'est Indiscrétion en français. Et pour en part, j'ai pensé aussi aux adaptations et j'ai frappé assez proche de toi puisque j'ai pensé à... Alors évidemment, tous mes profs vont me haïr, hein. C'est tous mes profs de français, tous mes profs qui nous faisaient lire l'Avare de Molière en me disant non mais ça c'est une adaptation pourrie, celle de De Funès, c'est la seule réale de Funès. Et qui est beaucoup plus fidèle à la pièce que La Folie des Grandeurs par exemple. Je crois qu'il a gardé tel quel le texte. Il a gardé le texte est gardé et tout, sauf évidemment les cabotineries de Funès qui ont été très rajoutées. Mais excuse-moi, bon, tu sais quoi, on en parle des adaptations. Est-ce que si Joker existe, tu vois, ça annule pas le fait que Joker existe depuis des années. Il en existera encore beaucoup d'autres. C'est aussi possible pour l'Avare de Molière. Alors c'est vrai que c'est pas le vrai meilleur Avare, mais voir Galabru et De Funès dans l'Avare en plus en bien tourné, quoi. Moi ça me fait toujours un petit truc. Avec un petit Bernard Menez aussi. Avec un petit Bernard Menez, tu vois ma cassette. je jure, ça me fait hurler de rire. Et alors, c'est vrai, pardon à mon prof de français, je crois Monsieur Paris, il me disait, non, c'est vraiment tout pourri. Je suis désolé, Monsieur Paris. Je suis d'accord, c'est pas le meilleur des adaptations, mais ça n'enlève rien que l'Avare existe et va encore exister. Il y aura encore plein d'autres adaptations et que, il y a cette adaptation-là. Et c'est même le cas aussi pour le dindon. C'est qu'il y a aussi la pièce, et maintenant, il y a le film et il faut vivre avec maintenant. C'est ça le
Merci à Quentin, notre directeur de théâtre à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur toutes les applis et tout ce qui vous sert à écouter des podcasts. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une comédie un peu meilleure que Le Dindon. Enfin, j'espère. Ça peut pas être pire. On vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine.